Je vous remercie à toutes et tous de participer à ce premier webinaire sur pourquoi et comment investir en forêt, où nous allons vous divulguer les 7 bonnes raisons selon Teragri d'investir en forêt. Euh, Nous commençons tout de suite car nous vous l'avons dit, nous avons 1h15 devant nous et nous voulons tenir ce timing pour l'activité professionnelle de chacun. Nous commencerons tout de suite par une phrase du poète américain Robert Frost qui disait: j'étais au milieu de la forêt, il y avait 2 chemins devant. J'ai pris celui qui était le moins emprunté, et là, ma vie a commencé. Eh bien, Terre Agri, aujourd'hui, nous allons vous faire emprunter notre chemin forestier qui conduit finalement à notre passion, à la passion. S'il devait y avoir une 8e bonne raison d'investir en forêt, ce sera peut-être la passion, parce que c'est un investissement finalement passionnant. Puis s'il devait y en avoir un 9e, je vous donne les 2 derniers, ils n'étaient pas prévus, ça serait vivant, parce que c'est un investissement vivant, euh, l'investissement forestier. Euh, Vous connaissez vraisemblablement ou pas Terragri. Terragri est un cabinet d'audit, de gestion, de consulting et d'investissement forestier et plus largement rural. Euh, nos 4 secteurs d'activité: forêt, agriculture, arboriculture et étang. Et tout de suite, nous commençons avec le plan de la présentation de ce webinaire. Nous verrons dans ce plan, dans ce webinaire, qui sont les investisseurs forestiers, pourquoi investir en forêt, les 7 valeurs de l'investissement forestier, ces 7 bonnes raisons d'investir en forêt, comment investir, estimer une forêt, oui, mais comment optimiser son acquisition. J'ai bien sûr avec moi Xavier Rousset qui est en charge, qui est consultant associé Terragri, qui est en charge des audits et évaluation et gestion forestière au sein de Terragri, Julien Colombato qui est agréé AMF, Autorité des marchés financiers, et ce qui s'occupe de la stratégie fiscale et juridique pour nos investisseurs. Alors, qui sont les investisseurs? Alors, nous avons 4 grandes familles d'investisseurs: finance verte et assurance, industrie du bois, l'industrie en général et le particulier. Voici les raisons premières pourquoi nos 4 grandes familles d'investisseurs investissent. La finance verte, le groupement forestier d'investissement qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Les assurances, c'est plus un positionnement pour sécuriser le capital. L'industrie du bois, ben, vous l'imaginez, c'est pour des raisons de stock. L'industrie en général, on le verra à la slide suivante, c'est plus pour des politiques RSE. Nous allons le définir tout à l'heure et vous expliquer, rentrer plus dans les détails. Et le particulier vient très souvent investir en forêt. Alors, depuis des siècles, parce que l'investissement forestier, c'est peut-être un des plus vieils investissements du monde, et vient au gré des différentes crises que peuvent subir nos économies. Euh, Quelles sont finalement les tendances du marché? Alors, vous avez sur cette slide des plus et des flèches. Alors, les plus représentent la tendance actuelle. Et les flèches représentent la tendance à venir. Alors, rentrons dans le détail. Avec le GFI, le groupement forestier d'investissement, qu'il ne faut pas confondre avec le GF, groupement forestier, vous avez qui autorise l'appel public à l'épargne, vous avez une tendance très très forte. D'accord? Et donc, actuellement, vous avez beaucoup de GFI qui sont en train de se créer, un peu la SCPI finalement de la forêt. Et donc, nous avons une tendance qui est assez soutenue et on est persuadé de ça, hein, finalement, hein, avec tous ces GFI qui se montent, il va y avoir encore de plus en plus d'investisseurs de type GFI qui vont être sur le marché. L'industrie du bois, qui depuis ces 2 dernières années ont beaucoup investi dans la forêt parce que vous savez que tous les industriels, avec ce que l'on a vécu, ont quand même généré des bénéfices. Mais on le voit aujourd'hui avec l'inflation, on le verra tout à l'heure avec des graphiques tout à fait intéressants de Xavier, nous avons euh, des cours du bois qui commencent à stagner, voire même
baissé depuis ces dernières semaines et pour tout vous dire, nous avons très hâte, d'avoir les ventes d'automne qui vont nous donner une vraie photographie sur le marché du bois, mais d'ores et déjà, je peux vous le dire, la tendance est à la baisse au niveau du prix du bois sur pied. On était monté très, très haut, hein, et parti très, très bas, donc on voit actuellement, un réajustement du marché. L'industrie générale alors, l'industrie générale, pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une tendance qui commence, mais on sent avec les politiques RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, Julien nous fera un laïus tout à l'heure dessus, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Cette prise de conscience environnementale, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis, faisons tout de suite un focus sur le particulier parce que finalement, il représente 80 du marché par son volume, hem et il est très important finalement. Heu, le focus est le suivant, c'est que l'évolution de la vie, vous le savez, change nos besoins d'investissement et finalement, vous avez là justement les 7 raisons d'investir. C'est qu'en fait, selon, l'évolution de la vie, selon les choses qui vont nous arriver dans la vie, bien, nos besoins vont être différents. Travail, crise, naissance, héritage, retraite, succession, préparation de l'inévitable, du décès. Eh bien, tout ça va faire en sorte que l'on a différentes raisons d'investir en forêt et c'est l'objet finalement de vous dire pourquoi, investir en forêt et la première bonne raison, c'est la raison ancestrale de l'investissement forestier, c'est la valeur refuge parce que la forêt est bel et bien une valeur refuge. Alors, il faut comprendre les chiffres de la forêt. Pour comprendre cette notion refuge de la forêt, vous avez sous les yeux cette slide qui dit que la forêt est la quatrième forêt européenne. Vous entendrez des fois troisième, mais pour des histoires d'essence forestière. Quand bien même, la forêt est quatrième au niveau européen, avec 5 à 7 essences de production en France, contrairement à la Suède et la Finlande, qui sont numéro 1 et numéro 2. Donc on voit qu'on a une forêt qui est très diversifiée et puis les chiffres sont tout à fait édifiants et vous allez voir que le gâteau va se rétrécir et vous allez voir comprendre la valeur refuge. 73 de notre forêt est privée contre et 80 de cette forêt privée fait 2 hectares et demi. Et là, vous avez, 2 chiffres. 7 ans, c'est le prix m le c'est pardon, c'est le temps moyen pour qu'un bien immobilier change de main. Les chiffres que l'on connaît en forêt, qu'on entend souvent, c'est 80 ans. C'est-à-dire qu'il faut 80 ans pour qu'un bien revienne sur le marché. Donc on voit que c'est 73 de privé, 80 de forêt très morcelée, donc reste 20 et ça change tous les 80 ans. Donc on s'aperçoit à quel point, la forêt, bien constituée eh bien, est rare sur le marché et je vous laisse, regarder ce chiffre qui est issu de l'indicateur des forêts de la SAFER, qui s'est arrêté l'année dernière. Donc on a les chiffres de l'année 2019 établis en 2020. Heu, Transactions de forêt de plus de 100 hectares boisées à 100. C'est toujours la même chose depuis une vingtaine d'années, hein. Les chiffres oscillent à 5-10 près. 80 en 2007, 2018 70 et de nouveau 80 en 2019. Et si vous regardez les chiffres suivants où on va, augmenter le segment d'analyse, les 1 à 10 jusqu'au au plus de 100, sur un marché où vous allez retrouver des biens, boisés à 80 ou plus, où vous pouvez retrouver du bâti, les chiffres ne sont pas meilleurs. Avec 110 forêts de plus de 100 hectares, 1000 forêts entre 10 et 20 hectares qui s'échangent dans l'année, non pas parce que nous avons que ça comme acheteurs, mais nous n'avons que ça comme vendeurs. Hem et en fait, vous allez comprendre ce qui se passe en période de crise et vous savez qu'en période de crise, l'investisseur fait la chose suivante: il déplace son argent qui est sur un marché, à risque, finance, immobilier lors de la crise des subprimes par exemple, et il va le mettre sur un un marché qu'il qualifie de sécurisé. Je cite ici,
le franc suisse, le dollar, l'art, le diamant, et l'or, évidemment l'or vert, la forêt. Hem Et si on fait encore un laïus pour vraiment aller au bout de cet investissement refuge, prenons un exemple des fonds d'investissement américains qui ont été les premiers à investir en termes d'investissement forestier. Dans les années 70 où ils ont commencé leur investissement massif, hem, ils investissaient bien sûr dans l'immobilier, dans tout un tas de secteurs d'activité, également en agriculture. Et pour comparer un peu l'investissement agricole et forestier, lorsque ces fonds investissaient dans l'agriculture, ils pouvaient obtenir de bons rendements, mais à la fin de l'année, la récolte était obligatoire, bien que les cours soient bons ou mauvais. Et donc, ils avaient une récolte obligatoire parce qu'on a finalement un produit périssable. Avec la forêt, c'est totalement différent. Lorsque les cours du bois ne vont pas, eh bien, on ne fait pas de coupe. La croissance de mes bois, parce que mon chêne, mon sapin ne s'occupe pas du tout de Wall Street, eh bien, la croissance de mes bois continue de croître et donc ça me donne une bonne maîtrise de ma matière première. Et c'est pour ça, au début, que toute cette finance aussi est venue investir en forêt. Juste pour étayer le propos sur, le comparable des investissements en valeur refuge, comparons la forêt et l'or, qui sont 2 investissements finalement complémentaires et puis l'or n'est pas à rappeler, c'est l'investissement, refuge par excellence. L'investissement forestier n'est pas vraiment liquide. Le temps de l'évaluer, le temps de la mise sur le marché, le temps de le vendre, c'est plus une histoire de temps, de choses qui prennent du temps. Eh bien, il n'est pas très liquide, contrairement à l'investissement de l'or qui lui, heu, en quelques clics, vous pouvez acheter de l'or aujourd'hui et le vendre. Par contre, l'or n'offre pas de revenus intermédiaires, contrairement à la forêt qui, par ses coupes de bois, va nous fournir des revenus intermédiaires. Donc vous voyez que c'est un investissement pardon, complètement, complémentaire. Et puis, lorsque vous avez une reprise économique, il se passe la chose suivante, c'est que nos arbres qui sont sur notre forêt, Xavier nous l'expliquera tout à l'heure, lors de l'estimation, c'est que nous appelons ça, nous, en forêt, une valeur de consommation. C'est quelque chose que l'on peut vendre pour faire du bois de charpente, du parquet, et cetera. Et lorsque la reprise économique se fait, notamment, vous savez que souvent l'immobilier américain est souvent, signe d'une reprise et moteur d'une reprise mondiale, eh bien, nos arbres vont reprendre une valeur économique. Et donc, ma forêt qui était valeur refuge pendant une période de crise, augmente de plus belle grâce à la valeur de consommation lorsque l'immobilier reprend sa force. Et donc, je j'espère vous avoir convaincu que pour que l'offre remplace la demande, eh bien, en forêt, c'est très compliqué. I ce n'est pas un produit que nous pouvons multiplier, à outrance. Pour créer une forêt de 200 ans ou de 100 ans de chêne, il faut 100 ans. Ce n'est pas un pavillon de banlieue ou un immeuble que l'on vient construire comme ça. Donc, c'est là où on a une véritable valeur refuge. Voilà pour la 1re bonne raison et puis tout de suite la 2e bonne raison, et je laisse la parole bien sûr à Julien, sur La partie environnementale, effectivement. Vous m'entendez tous bien là? Ouais, Adrien, tous, Xavier, c'est bon? tous, tous, très OK. bien, Parce que Julien. j'ai un petit problème de caméra, mais c'est pas grave, je vois l'écran. Donc par rapport à la partie environnementale, là on a mis quelques acronymes qui parlent et dont on entend souvent parler, RSE, ESG, ISR. Donc là, l'objectif, c'est de trouver la place de la forêt dans ces différents labels et acronymes. Déjà, ici, rappeler les 17 résolutions de l'ONU, 17 objectifs pour transformer notre monde, c'est l'une des ambitions de l'ONU. Donc évidemment, avec notamment l'eau propre et l'assainissement, les villes et les communautés durables, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la vie terrestre, la consommation et production responsable. Donc, on a déjà ces grands objectifs, on va dire, environnementaux de l'ONU qui sont
en amont de tout ça, à l'origine de tous ces labels divers et variés, et notamment de ce qu'on appelle l'ISR. L'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Donc là, on a une définition. Donc l'ISR, c'est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable. Donc voilà une belle définition de l'ISR et de ses objectifs. Alors maintenant, qu'est-ce que l'ISR? En fait, l'ISR a pour déclinaison trois lettres, trois secteurs, disons, à commencer par l'environnement, le social et la gouvernance. Alors, dans l'environnement, dans tout le volet environnemental, on va prendre en compte, par exemple, les émissions de CO2 des entreprises, les émissions de gaz à effet de serre, la politique de recyclage des déchets, de consommation électrique, etc. Au niveau social, ben là, ça va plutôt être, par exemple, la qualité du dialogue social dans l'entreprise, ou encore l'emploi des personnes handicapées, la formation des salariés. Et puis sur la partie gouvernance, ça va être la transparence de la rémunération du dirigeant. Ça pourrait être aussi la lutte contre la corruption, ou encore, c'est dans l'air du temps, la féminisation des conseils d'administration. Donc, donc l'investissement socialement responsable, il faut bien comprendre que ça ne comprend pas que la partie environnementale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais il y a bien trois secteurs d'activité et de travail sur l'ISR. Alors, bien évidemment, ici on parle de forêt, donc on va se focaliser sur la partie E, environnementale, de la déclinaison de l'ISR, avec notamment ce qu'on appelle la finance verte. Alors, la finance verte, on peut dire que c'est une notion qui va définir des actions, des opérations financières qui ont pour but de favoriser la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment un secteur de la finance qui va prendre en compte des critères extra-financiers euh, pour aller financer la transition énergétique et écologique. Donc, quand on investit dans la finance verte, ça ne veut pas dire qu'on s'impute et qu'on oublie toute rentabilité, pas du tout. Un investissement reste un investissement, donc il faut quand même une certaine part de rentabilité et d'attraits fiscaux, en rentabilité, oui. Mais par contre, on insiste sur un critère extra-financier qui est la transition énergétique et écologique. Alors, comment la finance verte va flécher cette épargne? Bah, attends, Adrien, tu allé un petit peu trop vite. Euh, la, la finance verte va flécher cette épargne avec ce qu'on appelle des fonds verts. Des fonds verts, c'est des fonds qui vont investir dans des sociétés qui ont une politique bas carbone, une politique pour une gestion de l'eau durable, une politique d'investissement dans les énergies renouvelables, par exemple. Ou alors, ça va être par l'intermédiaire de financements, avec des financements d'entreprises, avec ce qu'on appelle des green bonds, qui sont des obligations vertes, qui vont être des emprunts émis par les entreprises pour financer une transition écologique. Donc ça, c'est les deux grands pans de la finance verte. Et alors cette fois, on va voir comment la forêt s'insère dans cette finance verte, parce que comment in fine, l'investissement forestier rejoint ses objectifs. En fait, c'est assez simple. On va avoir ce qu'on appelle la finance verte qui va venir collecter des capitaux auprès d'investisseurs privés. Ces capitaux vont être, eux, destinés à financer des entreprises ou des projets qui vont être sélectionnés par la finance verte pour leur capacité à répondre au réchauffement climatique et à la transition écologique. Donc, il y a vraiment un fléchage de l'épargne qui est fait. Et comment, in fine, l'investissement forestier peut répondre à ce fléchage? En fait, c'est assez simple. C'est l'entreprise ou le projet euh,
qui va recevoir les fonds des investisseurs peut, par exemple, porter un projet de reboisement d'une parcelle sinistrée par une attaque de scolyte ou par une sécheresse ou par un incendie ou par je ne sais quoi d'autre, pour aller capter du CO2 supplémentaire. Ça peut être aussi pour une entreprise aller investir en forêt pour préserver la biodiversité de cette forêt, pour créer une zone de sénescence. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs types d'investissements forestiers pour cette entreprise. Et le fait d'investir dans la forêt pour cette entreprise va pouvoir générer un flux financier, va pouvoir financer cette entreprise par l'intermédiaire de la finance verte qui joue le rôle de collecteur et de sélectionneur, on va dire, d'entreprises qui sont garantes de ce genre de choses. Donc une entreprise va avoir de vrais atouts et attraits d'investir en forêt. Euh, Côté particulier aussi, on peut flécher son épargne en investissant directement dans la forêt. Donc, ça sera de l'ISR, mais de façon, euh, on va dire, déguisée, parce qu'on ne respectera pas ce label ISR comme la finance pourrait l'entendre, mais en tout cas, on investira dans une forêt dans ce but environnemental aussi. Et donc, Adrien, je te laisse poursuivre. Pourquoi on a cette pratique environnementale, cette mode de vie avec quelques logos? Oui, quelques chiffres, parce qu'en fait, tout ça, c'est issu d'une vraie volonté. Ces chiffres sont issus d'un document, d'un rapport gouvernemental qui a été fait. Vous pouvez le retrouver. Il s'appelle Théma, mode de vie pratique environnementale des Français. C'est quelques chiffres, mais on le voit, 81% des Français considèrent qu'une grande partie de ce que nous faisons dans la vie moderne nuit à l'environnement. Aujourd'hui, le consommateur, qu'est-ce qu'il souhaite? Le consommateur, c'est un peu l'effet colibri, il souhaite que l'entreprise dans laquelle il va acheter son téléphone, il va acheter sa voiture, et son ordinateur, tout ce que vous voulez, soit écologiquement responsable ou socialement responsable. Et en fait, c'est de ce constat-là en fait que tout ça est parti. C'est-à-dire que ces industriels doivent être, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, euh, avoir une vraie empreinte environnementale positive, mais pour ça, il faut qu'elle soit financée, ou alors il faut que la finance les aide, ou que les banques les aident, et donc l'ISR vient les aider. Donc, l'ISR, le RSE est vraiment lié parce que la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises met en place des politiques environnementales. Et en fait, on le voit, nous, depuis 2, 3 ans. C'est quelque chose que je disais tout à l'heure quand je parlais des investisseurs. On voit même aujourd'hui, sans parler de grands groupes pétroliers dont on taira les noms, ils le font clairement, ils font aussi ces actions, mais aujourd'hui, au sein de Teragri, pas plus tard que la semaine dernière, on a une PME de, de pas 20 employés, 18 si mes souvenirs sont bons, qui nous dit est-ce que vous avez pour nous des terrains à reboiser, des forêts où on pourrait faire, comme le disait tout à l'heure Julien, des zones de sénescence où on pourrait mettre des actions environnementales à l'investissement et est-ce que vous pouvez nous aider, vous par la gestion forestière, à le mettre en place? Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et, et ça s'additionne au fur et à mesure des mois qui passent, et on sent que cette tendance est vraiment en train de bouger. Les particuliers également, le label bas carbone est venu booster aussi cet investissement environnemental. Le marché du carbone volontaire est venu booster aussi cette raison environnementale d'investir. La forêt est un habitat pour réaliser des actions pour préserver l'environnement, la biodiversité, l'eau, c'est un puissant filtreur d'eau. Voilà. Et donc, tout cet environnement, tout cet écosystème forestier sert à tous ces gens et on s'en félicite. Je vais repasser bien sûr la parole à Julien pour la troisième bonne raison d'investir en forêt, Julien. Tout à fait. La troisième bonne raison, c'est la fiscalité. Euh, la forêt offre un panel d'avantages fiscaux assez originaux et confidentiels euh, qu'on trouve, euh, qu'on trouve dans pas beaucoup d'autres investissements. Bon, j'en ai recensé quatre, sachant que bon, il y en a un petit peu plus si on rentre dans le détail, mais
Les quatre principaux, ça va être une faible fiscalisation des revenus de coupe de bois. Ça va être une assiette d'impôt sur la fortune immobilière réduite, des droits de transmission également réduites, et puis une petite cerise sur le gâteau avec une possibilité de réduction d'impôt sur le revenu sur certaines conditions. Donc, on va commencer avec la fiscalité des revenus. Bah, c'est vraiment une originalité de l'investissement forestier euh, parce qu'en fait, les revenus de coupe de bois sont très, très faiblement fiscalisés. Et ils sont fiscalisés non pas en fonction du montant de revenus de coupe de bois qu'on va encaisser, mais en fonction d'une surface cadastrale, d'un forfait cadastral. En fait, on va payer un montant annuel d'impôt sur le revenu qui va être fixé à partir de la surface détenue en propriété, et non pas en fonction du revenu réellement généré des coupes de bois. C'est-à-dire que si demain vous avez une propriété qui, en 2022, génère 100 000 euros de revenus de coupe de bois, vous allez payer exactement la même chose en 2022 qu'en 2023, quand bien même en 2023, vous n'allez pas encaisser de revenus de coupe de bois. Donc c'est vraiment une originalité de l'investissement forestier. Et j'aime bien faire le parallèle avec l'investissement immobilier. En forêt, c'est souvent on va dire une objection qui est faite par les investisseurs, la faible rentabilité de l'investissement forestier. On parle souvent de 1,5, 2, 3% de, de rentabilité, mais il faut quand même mettre en parallèle cette faible rentabilité avec cette très faible fiscalité. En immobilier, par exemple, si vous êtes à 6-7% de renta brute, avant impôt, vous serez à 3%, voire un peu moins après impôt. Donc, in fine, la rentabilité peut paraître faible, mais la rentabilité nette après impôt, elle est quand même à relativiser et à mettre en évidence parce que c'est quand même un avantage assez simple. Julien? Ah, on a perdu Julien. Julien? Ah, on a perdu Julien. Alors, mais je vais reprendre la main. Je rajouterai sur la faible imposition et notamment le forfait cadastral. Il est minime en fait, hein. Il n'y a pas vraiment de coût à l'année. C'est vraiment très faible. Et donc, vous coupez 20 000 euros de bois, zéro de fiscalité sur cette coupe de bois. La plus-value immobilière classique, en fait, on a une exonération totale au bout de 30 ans avec l'abattement progressif à partir de la cinquième année. C'est exactement la même plus-value que l'immobilier, finalement. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et puis, un avantage, pardon, qui est non des moindres, l'impôt sur la fameuse fortune immobilière, vous avez 75% d'abattement sur l'impôt sur la fortune. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais acheter pour 100 000 euros de forêt, eh bien, je ne vais avoir que 25 000 euros de valeur aux yeux de Bercy. Ça a une raison. Julien, tu m'entends? Ah oui, ah ben voilà, Julien, tu es Ah, revenu. Je me pardon. suis permis de Désolé. commencer Pas de souci. voilà, Je j'ai vais fait l'intérim. vous excuser. Par rapport à l'impôt sur la fortune immobilière, on va avoir un abattement de 75% sur la valeur de la forêt. Parle plus Euh, fort, Julien. ah, là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parle plus fort, ouais. On va avoir un abattement de 75% sur la valeur de la forêt, donc qui va sortir du champ de l'impôt sur la fortune immobilière, et ce, sans aucune limite de montant. Donc un gros avantage là aussi pour des clients qui sont fortement imposés à l'impôt sur la fortune immobilière, avec une possibilité, on en a quelques-uns parmi nos clients, de réorienter une partie de son patrimoine immobilier qui est lui imposable à 100% à l'impôt sur la fortune immobilière vers de l'investissement forestier pour sortir en partie de cette imposition.
Et puis le troisième avantage, c'est par rapport à la transmission. Donc là, la transmission, on parle aussi bien de donation que de succession. Ça peut être une donation de son vivant ou la succession à son décès. Où là, on va avoir 75% d'abattement sur la valeur de la forêt. Donc on va payer des droits de donation ou de succession sur uniquement 25% de la valeur de la forêt, donc quelque chose de très important également, sans limite de montant ou d'âge. Et donc cet avantage-là est lui aussi cumulable avec l'IFI et avec les revenus de coupe de bois faiblement fiscalisés. Donc là aussi, une vraie logique de transmission pour l'investissement forestier. Et puis là, le dernier avantage sur lequel je voulais faire un petit topo, c'est la réduction d'impôt à laquelle on peut bénéficier dans le cadre d'investissements forestiers, mais cette fois d'investissement en part de groupement forestier. La réduction d'impôt ne sera pas, cette réduction d'impôt en tout cas ne sera pas possible en cas d'investissement direct en forêt. Donc, il y a deux types de réduction d'impôt pour les parts de groupement forestier avec les GFI. Les GFI, c'est ce que disait tout à l'heure Adrien, je crois, c'est la SCPI de la forêt. Donc, on se porte acquéreur de parts de groupement forestier d'investissement qui, lui, va se porter acquéreur de forêt. Et dans ce cas-là, grâce à la loi IR-PME, on va avoir 25% de réduction d'impôt du montant souscrit, avec un double plafond de 50 000 pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple, plus le plafonnement des niches fiscales. L'investissement en GFI rentre dans le cadre du plafonnement des niches fiscales. Et puis le deuxième avantage fiscal, réduction d'impôt au niveau du groupement forestier, bah, c'est sur l'investissement en part de groupement forestier, mais cette fois classique, pas GFI, mais GF, avec un avantage fiscal qui est un petit peu moindre, avec la loi Défi-Forêt, où l'on aura 18% de réduction d'impôt plafonné à 5 700 euros pour une personne seule et 11 400 euros pour un couple. 5 700 et 11 400, c'est les montants d'investissement qui sont plafonnés et qui seront éligibles à la réduction d'impôt. Donc voilà, l'investissement forestier a un vrai attrait fiscal, avec 4 avantages potentiellement cumulables. Un petit zoom sur la gestion durable parce il y a plusieurs de ces mécanismes fiscaux qui seront possibles d'aller chercher uniquement en cas de gestion durable, d'engagement de gestion durable de la forêt. Donc, qu'est-ce qu'un document de gestion durable? Il y en existe de 3 types. Là, je les ai présentés du plus contraignant et élaboré, on va dire, au moins élaboré. Donc, à commencer par le plan simple de gestion. Donc, c'est un document spécifique à la forêt qui va être indispensable pour des forêts de plus de 25 hectares, notamment. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez volumineux et de pointu techniquement. Donc, je pense que c'est une nécessité de se faire accompagner. On a le code de bonne pratique sylvicole qui est un moyen plus simple pour gérer des plus petites surfaces en dessous de 25 hectares, on va dire. Et puis le règlement type de gestion qui va lui s'adresser aux petites parcelles forestières qui ne rentrent pas dans le cadre d'une obligation de plan simple de gestion et pour les propriétaires qui font gérer leur bois par un organisme de gestion de type coopérative ou gestionnaire forestier, par exemple. Donc voilà, par rapport à la fiscalité, tous les attraits qu'on peut avoir par rapport à ça. Et maintenant, on va aborder la partie, la valeur croissance avec Adrien, je crois. Et oui, ce qui est la quatrième bonne raison pour nous d'investir en forêt. Valeur croissance à plusieurs titres, en fait. Je vais vous montrer ici des chiffres toujours issus de cet indicateur forestier de la même série. 4 410 € de l'hectare, ce sont bien sûr des valeurs moyennes. Quand on sait que les valeurs minimales moyennes et maximales moyennes sont de 700 à 13 280 € l'hectare, que ces chiffres augmentent, que l'inflation de la forêt, vous le verrez sur un graphique tout de suite après, constante. La forêt ne subit pas de grosse inflation, mais pas non plus de grosse déflation, d'accord? On parle bien aussi de l'investissement forestier. Les bois, c'est différent et vous voyez, les plus belles parcelles peuvent aller de 40 à 80 000 € de l'hectare. Pourquoi pas?
Je vous laisse faire un calcul tout bête, hein. Vous avez 800 mètres cubes de douglas sur une forêt à 100 euros, sans compter le sol. Vous avez 120-130 mètres cubes de chêne avec des valeurs qui vont à 200-250 euros sur des belles parcelles. Je vous laisse faire le calcul. Et donc, tout ça, c'est vraiment, ça fait des grandes valeurs pour des parcelles. Julien va nous commenter justement, Julien va nous commenter Oui. ce graphique qui est vraiment intéressant. Ouais, alors ce graphique, il est issu des données chiffrées de la SAFER. Euh, c'est un graphique qui est intéressant à plusieurs titres. Donc, c'est l'évolution du prix moyen de l'hectare des forêts depuis 1997. Donc, on voit aujourd'hui, alors le prix moyen 2021, c'est les derniers chiffres qu'on vient d'avoir. Donc, on est à 4 700 euros l'hectare de prix moyen. Alors qu'on peut voir qu'en 97, on était à 2180, donc on a plus que doublé le prix en 20 ans. Donc une belle revalorisation de ce capital forestier. Alors, moi, je fais deux constats, ou plutôt trois constats sur ce graphique. C'est déjà on a une hausse régulière du prix moyen de l'hectare. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de volatilité comme on peut le trouver sur un placement en action, par exemple. Donc une volatilité qui est très faible, une certaine linéarité, j'ai envie de dire. Avec deux constats aussi, c'est qu'en 1999, on a connu ce qu'on a appelé la tempête du siècle, qui a vraiment été assez désastreux pour le secteur forestier par endroits, avec des coupes qui ont carrément été mises à blanc par des rafales de vent impressionnantes. Mais là, on voit aussi que ça a eu très peu d'impact sur la courbe du prix moyen de l'hectare de forêt, hein, avec une stagnation quasiment. Et puis en 2008, enfin 2000, ouais, on va dire 2008, avec la crise des subprimes, où on peut voir que là aussi, ça n'a aucun impact sur la courbe d'évolution des prix moyens à l'hectare. Donc là aussi, on peut faire peut-être le parallèle avec l'immobilier, avec le slide suivant, Adrien. Euh, Là, on compare en bleu le prix moyen de l'hectare sur les 20 dernières années avec le prix moyen de l'immobilier à Paris. Et on peut faire le constat, en 2008, vous situez un petit peu la courbe. On peut voir qu'en 2008, le prix moyen du mètre carré à Paris a pas chuté, mais en tout cas diminué, alors que le prix moyen de l'hectare en forêt a continué son évolution. Donc, on est vraiment sur une valeur de croissance, certes, on le voit bien, parce que la courbe augmente sans arrêt, mais aussi on revient sur la valeur refuge au même titre que l'or et même plus que l'immobilier. On le voit ici, et j'aime bien rappeler cette petite anecdote par rapport à ça. On voit quelques grosses compagnies d'assurance qui sont de gros détenteurs forestiers, qui en cas de crise, en 2008 et puis aujourd'hui, là, je crois que c'est cet été, préfèrent se séparer d'actifs immobiliers, alors certes de très grande valeur, par exemple un immeuble haussmannien sur les Champs-Élysées, plutôt que de se séparer de leur forêt. Donc je trouve que c'est assez révélateur de, de cette valeur refuge et croissance que génère la forêt dans l'esprit et dans le portefeuille de certains grands propriétaires. Euh, voilà, là je repasse la main à Xavier ou Adrien, je ne sais plus. Xavier? C'est à moi. C'est à moi. Eh bien oui, donc sur cette slide, je vous ai mis une raison de plus donc, pour laquelle on considère la forêt comme une voie de croissance. Donc vous trouvez, je vous ai mis deux courbes de croissance de deux essences différentes. En haut à gauche, vous retrouvez une courbe de production cumulée pour le chêne, et en bas à droite, une courbe de production, la courbe de production du Douglas. Alors, sachant, bien entendu, que chaque station, chaque contexte, chaque peuplement est différent. Donc, ces courbes sont à prendre, entre guillemets, avec des pincettes. Hein. C'est des études qui avaient été faites sur des moyennes. Mais on constate bien, elles nous permettent de constater, ces courbes, que
La forêt est bien une valeur de croissance parce qu'on a cette croissance naturelle des arbres qui va se moquer des crises, qui va se moquer. Voilà, un arbre, ça poussera quoi qu'il arrive, ça continue à pousser dans le temps. Après, ces deux courbes, en comparant ces deux courbes, on constate aussi qu'il y a des différences de croissance entre les essences. Ici, c'est des courbes qui ont été étirées sur 80 ans. Et vous voyez, par exemple, que pour la courbe du chêne, en haut à gauche, donc sur un sol moyen, on arrive à une production cumulée d'environ 140 mètres cubes, 140 mètres cubes par hectare, alors qu'en bas à droite, pour le Douglas, vous avez passé les 1000 mètres cubes. Donc voilà, bien, cette croissance est bien à mettre en perspective, mais on a cette croissance. Peu importe l'essence, peu importe la station, nos arbres vont pousser. Ensuite, toujours dans cette valeur croissance, on a un véritable capital naturel. Quand on a des arbres sur pied, il faut se dire que c'est une véritable valeur financière que l'on aura sur pied. Un arbre, ça a une valeur, c'est très beau un arbre, environnementalement parlant, c'est très riche, mais aussi c'est un véritable capital. Voilà pour ces graphiques. Ensuite, de la même manière, on va pouvoir favoriser cette valeur de croissance en réalisant des travaux d'amélioration sur les peuplements forestiers. Sur la gauche, vous voyez deux photos, donc deux photos qui sont un peuplement avant travaux, c'est donc des travaux de cloisonnement que vous pouvez retrouver là. Et on constate en fait que ces travaux, au même titre que si vous achetez un appartement dans un mauvais état, vous faites des travaux de rénovation, vous allez pouvoir faire une plus-value. En forêt, il se passe la même chose. Et ce qui est bien en forêt, c'est que pour des investissements qui sont souvent assez réduits, une ouverture de cloisonnement, je ne vais pas vous donner de prix parce que ça varie vraiment selon les peuplements. Mais on voit que sur le graphique de droite, eh ben, on voit qu'on va jouer un tout petit peu sur la valeur technique. Le fait d'avoir investi dans ces cloisonnements, par exemple, va jouer un tout petit peu sur la valeur technique de ma propriété, mais avoir une importance significative sur la valeur vénale du bien. De la même manière, je ne sais pas si vous arriverez, je n'ai peut-être pas fait assez mon rond assez gros, mais en vert, vous voyez par exemple, imaginons qu'on peut faire un investissement en travaux sylvicoles sur de l'élagage. Et cet élagage va avoir un effet à court terme sur la valeur technique de mon peuplement, mais cet élagage, en fait, il va me permettre à terme de produire des bois de meilleure qualité, donc de revaloriser la valeur technique comme la valeur vénale de mon massif. Donc voilà encore un moyen donc d'augmenter la valeur de croissance de mon patrimoine forestier. Et enfin, donc, quand on parle de valeur croissance, donc là, je vous ai mis sur cette slide un extrait de la bourse de Chicago, la bourse du bois. Eh bien, on voit que le bois, si on fait une linéaire de 2010 à 2022, on constate une croissance constante, pas énorme, mais une croissance constante, jusqu'à cette crise du Covid que l'on a connue en mars 2020, où on voit une légère baisse. Et derrière, par contre, une grosse fluctuation avec de grosses augmentations des prix du bois et de grosses baisses. Donc maintenant, ce qu'on constate, par contre, c'est que le bois, au même titre que beaucoup de matières premières, donc le bois matière première, hein, pas le bois forêt, hein, pas la forêt, mais bien le bois, est devenu une matière première au même titre que le plastique ou le pétrole, avec des cours qui peuvent fluctuer assez rapidement et de manière assez intense. Ce n'est pas pour arranger les gestionnaires et puis les propriétaires forestiers, mais c'est le cas. Voilà l'état des choses. Tout à Donc voilà fait, en quoi. c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel qu'on a vécu quand même, c'est vrai. C'est Ouais, quand ouais, même. c'est ça. On ne sait pas si on va retomber aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on retombe sur des cours qui sont des cours qu'on connaissait, voilà, avant la cour que l'on a sous les yeux le montre bien, des cours qu'on connaissait avant la crise du Covid. On a des valeurs quand même qui se tiennent très très bien, notamment sur une essence comme l'essence phare de la forêt française sur le chêne, on a des valeurs qui se tiennent très bien parce que c'est un matériau noble et puis qui devient de plus en plus rare. Mais voilà, effectivement, on a eu cet effet, on régule et on verra dans les mois à venir, encore une fois, si le marché américain de la construction redémarre, on peut retrouver une flambée des prix du bois. Ce qui est bien, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est si le cours est bon, on coupe. Si le cours n'est pas bon, on ne coupe pas.
Et mon capital naturel continue de me Mmh. générer Tout à fait, finalement des intérêts, mais tout des à fait. intérêts que je garde en forêt. C'est ça. Cinquième bonne raison d'investir, eh bien, en forêt, ben, ça peut peut-être vous paraître peut-être bizarre, mais loisir. On voit souvent, d'ailleurs, c'est souvent une valeur d'investissement irrationnelle finalement, parce que on peut, on peut imaginer que quelqu'un qui va investir dans une montre, dans une voiture de collection ou dans l'art, on peut imaginer des fois le côté irrationnel et la forêt, elle nous offre encore cette valeur, une valeur loisir et elle nous offre ces possibilités de, de pêcher, de chasser, de randonner, d'aller chercher des champignons et c'est peut-être tout à fait étonnant pour vous aujourd'hui, mais vous avez des gens qui investissent pour une valeur de loisir. Alors effectivement, cette valeur loisir, on se l'offre à un certain âge, très souvent en période de retraite, hein. Vous vous rappelez le premier graphique que l'on a vu avec avec ces étapes de la vie. Je me souviens de ce chef d'entreprise, quinquagénaire plus plus, qui me disait un jour, on parlait du réseau téléphonique en forêt et je lui disais, bah, que le téléphone passait pas et il me dit: «Monsieur Sébastiao, mais c'est formidable, je veux pas qu'il passe». Je veux pas. Je veux me promener en forêt sans être embêté, sans qu'on vienne m'embêter avec des problématiques de travail qui ne le sont pas en plus forcément et je veux que ce lieu soit un lieu où il y ait que moi, et la forêt. Et donc on voit cet aspect loisir en fait finalement, qui est vraiment important et je le dis vraiment des fois irrationnel. On peut le voir d'ailleurs sur, de l'investissement peut-être en Sologne, sur, des investissements chasse ou sur d'autres investissements. Sixième, on en arrive, à la fin de ces 7 bonnes raisons, mais après on vous expliquera comment, c'est la valeur patrimoniale. Et au même titre que croissance et refuge, ça fait partie des grandes bonnes raisons d'investir en forêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, le forestier a un rapport au temps qu'aucun autre investisseur a et qu'aucun autre secteur a. L'immobilier et la finance n'a pas ce rapport au temps que nous avons. Je me rappelle un des que je rends hommage aujourd'hui, monsieur Alain Christophe, qui m'a appris la forêt quand j'ai débuté en 2009-10. Il me disait: «Adrien, en forêt, l'urgence, c'est 10 ans». Hem Eh bien, en fait, voilà, un chêne, c'est 100 ans, 120 ans, 150 ans. Un résineux, c'est 50 ans, 60 ans. On n'a pas le même rapport au temps que les autres et c'est assez étonnant et c'est assez génial, en fait. Et on voit vraiment et vous vous rappelez, c'est 80 ans. On voit vraiment que cet investissement est un investissement transgénérationnel, en fait et qui s'inscrit vraiment dans une transmission de valeurs, vraiment. Heu, hem et que de toute façon, on 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 aura plaisir à le transmettre. Une deuxième chose, c'est qu'on le voit très souvent dans les gestions, dans les gens qui viennent nous voir pour faire de la gestion forestière. Xavier le voit très souvent, ces groupements forestiers familiaux. On a un véhicule là, familial. Julien va nous parler du groupement forestier en toute fin de ce webinaire. Mais très souvent, vous avez 2 frères qui ont monté une belle entreprise et qui ont investi de la forêt. Ils l'ont mis dans le groupement forestier familial avec les neveux, les cousins et cetera et on sent que cette forêt et ce groupement forestier est le lieu de rassemblement de la famille, ce qui la soude, en fait. On comprend ce patrimoine, cet actif qu'on est venu loger dans ce groupement forestier. Et puis, une autre bonne raison, vous voyez là 4 images les tonneaux, qui nous servent à faire le vin, qui sont un savoir-faire, français, incroyable. Visitez une tonnellerie un jour dans votre vie et vous allez voir ce savoir-faire, qui est incroyable. Hem, c'est aussi le vin, c'est aussi le patrimoine français, le vin, hein, on peut le dire. Puis j'ai mis Notre-Dame, en bas à gauche parce que nos chênes français, avec de belles opérations, forestières qui ont été faites par des banques et des assurances. Je peux citer Groupama qui a offert des arbres, de ces forêts de chênes pour Notre-Dame, et puis d'autres, désolé pour les autres, mais c'est celui qui m'est venu en premier en tête. Mais on voit
cette richesse patrimoniale, au même titre qu'un boulevard, qu'un immeuble, comme le disait tout à l'heure Julien, au même titre qu'un immeuble haussmannien finalement. D'accord? Et ça, j'espère vous avoir convaincu là qu'il y a une vraie valeur patrimoniale dans une forêt dans une chênaie qui a 80, 100 ans, dans une belle forêt avec un bel étang. Ce qui nous amène euh, à la dernière bonne raison pour investir en forêt. Merci d'être aussi patient avec nous. Je laisse la main à Xavier, c'est La valeur rentabilité. Alors effectivement, une forêt, bah, au même titre que bon nombre d'investissements, c'est un investissement qui est rentable. On estime la rentabilité d'une forêt, je reste sur des fourchettes larges parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont venir en ligne de compte, mais j'y viendrai tout de suite. La rentabilité d'une forêt, elle est comprise, on va dire, entre 1 et 7%, en fonction du prix d'acquisition, des essences en place, de la qualité de la station, encore une fois, donc la productivité de la station. C'est des chiffres voilà, qu'il faut encore une fois moduler vraiment et qui seront à prendre au coup par coup en fonction de l'analyse que l'on aura faite de la propriété du massif de la forêt. Mais comme tout investissement, eh bien, la forêt va nous permettre, avec le plan simple de gestion que l'on aura établi, que vous aurez établi avec vos gestionnaires forestiers, avec Terra Agri, avec peu importe, elle va nous permettre d'établir un programme, donc dans le programme des coupes et des travaux, des recettes et des dépenses que l'on va pouvoir planifier dans le temps. Là, j'ai dû mettre ce que vous voyez en arrière-plan, ce sont des chiffres pour une forêt de chênes gérée en irrégulier. Mais voilà, donc ils vont vous permettre donc, de fournir, vous allez avoir dans le temps des revenus qui vont venir s'accumuler et au même titre des recettes. L'objectif, c'est de garder un bon équilibre en fonction de ce que vous souhaitez, du pourquoi de votre investissement, de garder, soit vous avez décidé de baisser le capital si c'est possible, si le document de gestion vous l'autorise, de baisser votre capital, le capital sur pied, et à ce moment-là, augmenter votre rentabilité à court terme. Soit vous préférez vous dire, moi, je coupe pas trop de bois, j'aurai peu de revenus intermédiaires, mais je veux garder un patrimoine avec un capital élevé. Et ça, la forêt, ça vous permet ce genre d'action, de décider vous-même quelle est l'orientation que vous voulez donner à votre patrimoine en termes de rentabilité. Donc voilà pourquoi la forêt est un véritable investissement rentable. Puis je rajouterais, Xavier, que nous dans cette vision de rentabilité, nous voyons toujours. Moi, la première chose que j'ai appris en forêt, c'est que le premier euro gagné en forêt, c'est celui qu'on n'a pas dépensé. Je crois que tu as appris la même phrase. On a tous appris, tous les forestiers l'ont appris. Voilà. Et en fait, il faut voir la forêt comme une usine à bois lorsque l'on a cette vision de rentabilité. C'est que on a toujours un plan simple de gestion durable qui nous permet d'avoir un tableau des coupes et un tableau des dépenses. Donc Un revenus, business dépenses. plan. Pardon? Un business plan. Un business plan, exactement. Euh, et en fait, ce plan simple de gestion va nous permettre d'avoir plus ou moins 4 ans de, de, de possibilités. On peut avancer nos coupes de 4 ans ou les reculer de 4 ans. D'accord? Ce qui nous donne une grande latitude. Et il faut voir en fait cette forêt comme une usine à bois, comme un entrepreneur. Je vais dépenser que l'argent que je peux rentrer. D'accord? J'ai une forêt de rendement, j'ai une forêt de production. Peut-être je peux avancer quelques petites coupes qui vont me permettre de dépenser les 10 000 à 15 000 euros que j'ai besoin pour, pour faire un élagage, par exemple, comme disait tout à l'heure Xavier, par exemple. Et ça, c'est important, je pense, d'avoir cette vision. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Xavier. Totalement, totalement d'accord avec toi. Vous connaissez donc maintenant les 7 bonnes raisons d'investir en forêt. Refuge, j'espère que vous en êtes aussi convaincus que nous. Environnemental, fiscal, croissance, loisirs, patrimonial et rentabilité sont pour nous les 7 valeurs d'investissement, les 7 bonnes raisons. Et puis rappelez-vous, passion et vivant, ce serait la 8 et 9e. Et tout de suite, et la fin de ce webinaire, on tient le timing, hein, on est même en avance. Euh, Comment investir en forêt
l'évaluation forestière, Xavier? Eh bien, si tu peux afficher, affiche directement la slide complète, s'il te plaît. Donc, comment investir en forêt? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on détermine la valeur d'une forêt, finalement, c'est une simple équation mathématique. Une équation mathématique qui nous dit la valeur technique d'une forêt, c'est la valeur du fonds, plus sa valeur de consommation, moins des cotes immobilières, plus ses aménités. Alors, je vais vous donner la définition de chaque terme. Elle ne vient pas de moi, cette définition. C'est M. Schaeffer qui avait fait ces définitions. Donc, déjà, le fond. Le fond de la forêt, c'est ce qui reste de la forêt après une coupe à blanc et toc qui l'aurait parcouru tout entière. Le fond, c'est le sol et la régénération naturelle, s'il y en a. Vous coupez à blanc tous les arbres, vous coupez tous les arbres qui sont présents sur la forêt, il vous reste le fond. Ensuite, la valeur de consommation. La valeur de consommation d'un peuplement correspond au prix de vente d'une coupe rase. La valeur de consommation, vous imaginez couper tous les arbres à blanc, donc couper tous les arbres qui sont présents sur la parcelle, vous mettez ce lot de bois en vente, quel montant je peux espérer obtenir de ce lot de bois? Ensuite, la décote immobilière. La décote immobilière, c'est une décote qui va prendre en compte les risques liés à l'investissement forestier, c'est-à-dire une attaque de parasites, comme on a pu le connaître sur l'épicéa, un incendie, comme ce qui s'est produit dans les Landes cet été, une tempête. Julien a parlé tout à l'heure de la tempête de 99. Cette décote immobilière doit prendre en compte ces risques liés à l'investissement forestier. On a parlé tout à l'heure aussi de prix moyen des forêts. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le prix moyen d'une forêt en France, il est aux alentours de 4 400 € l'hectare. Alors, ce qu'il y a de bien en forêt, c'est que ça ne veut strictement rien dire. C'est une moyenne, enfin, moi, d'ailleurs, les moyennes, en règle générale, ça ne veut pas dire grand-chose. On parle parfois du salaire moyen en France, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en forêt, c'est d'autant plus vrai. C'est-à-dire qu'une forêt, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous avez une forêt à 100, enfin deux forêts à 100 mètres l'une de l'autre. La première vaudra 100, la deuxième vaudra 5. Si je reprends un contexte en milieu, en montagne par exemple, un versant nord peut valoir 100, un versant sud peut valoir 5. Le haut d'une parcelle peut valoir 100, le bas d'une parcelle peut valoir 5. Donc vous voyez, il y a tellement de variations possibles que même à l'intérieur d'une même forêt, vous pouvez avoir certaines zones de la forêt qui peuvent valoir 50 000 € l'hectare ou 100 000 € l'hectare, et d'autres zones qui vont valoir 1000, 1500, 2000 €. Parce qu'en fait, la grande partie de la valeur d'une forêt, c'est bien la valeur de consommation. Donc la valeur des arbres qui sont présents sur cette forêt. Et donc à ce moment-là, moi je conseillerais toujours des forêts qui ont des valeurs qui sont des valeurs importantes de passer par un inventaire, qui soit statistique ou en plein. Moi c'est vrai que je suis un pro inventaire en plein, même si dans certains types de peuplement, ce n'est pas forcément utile. On ne va pas rentrer dans le débat. Pourquoi? Parce que je vous fais un calcul rapide. En tant que professionnel du bois, je vais rentrer dans une forêt. Je rentre dans une forêt de chêne. Quand je parcours une forêt de chêne qui fait 40, 50, 100 hectares, je suis incapable de dire s'il y a en moyenne, enfin avec précision, s'il y a en moyenne 70 ou 100 mètres cubes par hectare. Déjà, quand j'ai un inventaire en plein de cette parcelle, avec mon inventaire, en fonction du tarif de cubage que je vais utiliser, en fonction de la hauteur des bois que je vais estimer, je peux déjà me tromper de 5 à 10%, on va dire. Donc, imaginez, je vais me tromper de 30 mètres cubes par hectare. On est sur une forêt de chêne, des beaux chênes à 200 € le mètre cube. Je me suis trompé de 6 000 € par hectare. Sur une forêt de 50 5 hectares, hectares. même 100. Comment? 50, même 100, c'est énorme. Voilà, j'ai fait une erreur de 60 000 € ou de 100 000 €.
en fonction de la qualité des bois qui sont présents et du volume présent. Donc, c'est pour ça que moi, je vais toujours conseiller à nos clients de passer par cette phase d'inventaire, d'audit forestier. Pourquoi? Parce que voilà, on a trouvé une parcelle qui nous plaisait. C'est très bien, c'est déjà rare. Donc, il ne faut pas se rater. Si on la veut, il faut vraiment faire les choses bien. Mais attention, on commence par valoriser, valeur technique de la propriété. Ensuite, une fois qu'on a déterminé la valeur technique, ça nous permet de passer sur une autre valeur qui est la valeur vénale. Et là, je vais laisser la main à Adrien. Alors oui, la valeur vénale, on a voulu en parler. Alors on a voulu en parler pour la raison suivante, c'est qu'en fait, la définition de la valeur vénale, c'est le prix maximum qu'un acquéreur du moment est prêt à mettre pour ce type de bien à un instant T. À partir du moment où ce marché est suffisamment concurrentiel, ça s'appelle l'offre et la demande. Cependant, vous vous rappelez bien sûr des chiffres que l'on a vus tout au long de ce webinaire. Lorsque vous avez que 150 forêts qui se vendent dans l'année, 70 forêts de 100 hectares qui se vendent dans l'année, prenons un exemple au hasard, une forêt de 100 hectares en Bourgogne, ou dans le Lot, peu importe, avec 30% qui sont peuplés par des chênes, 40% par du résineux et le reste en lande. Il n'y en a qu'une de cette typologie-là. Et en plus, une forêt de 100 hectares dans le Lot, par exemple, il n'y en a peut-être pas eu à vendre depuis 2 ans. C'est toute la problématique en fait que l'on a en forêt. C'est que nous n'avons pas un marché suffisamment concurrentiel pour pouvoir faire un comparable comme en immobilier. C'est pour ça que la valeur technique que Xavier évoquait est essentielle. Lorsque vous achetez une forêt, on doit pouvoir, un, parler de valeur technique avec le professionnel que vous avez en face de vous, et deux, de sa valeur vénale, qui est somme toute subjective. Parce que voilà ce que nous avons voulu faire avec la valeur vénale selon TerraGris, parce que c'est une conception de notre part. Pourquoi? Parce qu'on a voulu caractériser cette valeur vénale. On en avait un petit peu marre de la phrase à dire d'expert ou selon moi ou d'après ce que j'ai vu. Ça veut finalement rien dire lorsqu'on parle de forêts qui valent 100, 200, 500 000, 1 million, 5 millions d'euros. D'accord? Donc en fait, on a voulu remettre finalement du commerce parce que l'offre et la demande n'est que du commerce. Et on a voulu remettre du commerce à l'intérieur de cette valeur vénale et prendre, définir. On s'est mis autour de la table et on a dit quels sont les critères d'investissement. Nous en avons vu 7. Le premier, il est vrai dans l'immobilier, l'emplacement, 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 comme diraient les spécialistes de l'immobilier. Le deuxième, vous l'avez vu, la surface, rareté égale cherté, le type d'essence. Un charme, ce n'est pas un chêne. Sa valeur économique, sa valeur de consommation, comme dirait Xavier, n'est pas du tout la même. Le stade de maturité du peuplement n'est pas du tout, enfin, est quelque chose d'important. Je vous prends un exemple qui est ce que je vous donne, c'est biologique, c'est scientifique, hein, c'est différent selon les stations, selon les sols et autres. Mais on part du principe qu'un douglas, pour reprendre cet exemple, va mettre 30 ans pour faire 1 m3 et qu'à partir de sa 30e année, il lui faut 10 ans pour faire 1 m3. C'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, on va doubler le capital sur pied, le capital stock. Vous vous rendez compte que bien, c'est quand j'achète une forêt à 30 ans de Douglas, ça n'a rien à voir que quand je l'achète à 5 ans. Parce que là, je vais avoir peut-être des travaux de dépressage et puis plus tard de dégagement. Voilà, on a des travaux. Donc, c'est un critère essentiel. Le marché du bois, le marché industriel, l'offre et la demande de mon bois. Le marché de l'Est n'est pas le même que le marché des Pyrénées, que de la Bretagne ou que le marché du centre. Le marché du bois et l'industrie mise en place donnent une certaine dynamique que je dois analyser. Ici, on a parlé de talon d'Achille pour parler finalement de points négatifs et les arguments qui sont des points finalement positifs. Et cette valeur vénale est constituée comme ça. Et elle va nous permettre de savoir si on s'adresse à un marché particulier ou un marché d'experts. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous une forêt de 40 hectares avec des zones humides, des orchidées, des crapauds, imaginez, et une forêt de production de chênes qui a 200 ans. Est-ce qu'on peut dire que la première vaut rien? Et non,
elle a une très grande valeur pour un environnementaliste, elle a une grande valeur pour notre planète, mais pas pour l'investisseur qui cherche, lui, une valeur patrimoniale ou une valeur de rentabilité, par exemple. Donc, c'est important de faire cette valeur vénale pour savoir à qui on s'adresse. Et à la fin, notre objectif, c'est de mettre une surcote ou une décote à notre valeur technique. Si notre valeur technique nous dit notre forêt vaut 100, selon les 7 critères, on pourra dire c'est 100 plus 10%, 20%, ou 100 moins 10%, 20%. Vous avez compris ce qu'est la valeur vénale selon Teragri. Euh, voilà, vous avez compris. Prochaine slide. Acheter sa forêt, oui, mais comment, Julien? Ben, tout à fait. Merci Adrien. Donc, pour acheter sa forêt, donc vous avez trouvé votre forêt par l'intermédiaire de Teragri, une magnifique forêt. Maintenant, on se pose la question, comment l'acheter? Euh, Déjà, un petit rappel préliminaire, il faut bien savoir qu'une forêt, c'est un bien immobilier par nature. Au niveau juridique, c'est un bien immobilier. Donc, ça va impliquer que l'achat d'une forêt va nécessairement passer par l'intermédiaire d'un acte notarié. Alors, avec la signature d'un compromis ou d'une promesse de vente préalable, puis la signature d'un acte authentique de vente. Donc déjà, c'est la première chose à bien avoir en tête, sauf si vous achetez des parts de groupements forestiers, où là, vous n'êtes pas obligatoirement obligé de passer par un notaire, mais vous pouvez le faire quand même. Donc l'achat d'une forêt se fera par l'intermédiaire d'un acte notarié. Maintenant, sous quelle forme je l'achète? Est-ce que je l'achète en nom propre, comme je le ferais par exemple pour ma résidence principale? Est-ce que je l'achète en indivision avec mon frère, ma sœur et je ne sais qui d'autre pour différentes raisons? Est-ce que je l'achète par l'intermédiaire de ma société? Je suis chef d'entreprise, je vais j'ai envie d'acheter cette forêt par l'intermédiaire de ma société ou pourquoi pas de ma holding. On a beaucoup de nos clients qui sont structurés en tant que chef d'entreprise avec une société commerciale qui porte l'activité avec une holding, une ou plusieurs holdings qui gèrent la partie patrimoniale du client. Est-ce que c'est judicieux de l'acheter par cet intermédiaire ou alors est-ce que je considère qu'investir par l'intermédiaire, la création d'un groupement forestier est plus judicieux pour moi? Alors, déjà, chaque possibilité, chaque statut est possible, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter en nom propre, en indivision, en société ou via un groupement forestier. Simplement, euh, par rapport à l'achat en indivision notamment, ça peut être source de complexité pour la gestion de ma forêt, étant donné que l'indivision nécessite bien souvent l'unanimité pour pouvoir agir. Donc ça peut être assez contraignant. Euh, pour une société, donc, c'est possible d'acheter une forêt par l'intermédiaire d'une société si, bien sûr, l'objet social de la société est en adéquation avec l'investissement forestier. Donc, c'est quand même quelque chose à vérifier. Par l'intermédiaire d'une holding également. Simplement, quid des avantages fiscaux qu'on peut avoir? Il y a certaines formes juridiques qui vont vous faire perdre les avantages fiscaux dédiés à l'investissement forestier, donc ça serait bien dommage. Euh, donc quoi qu'il en soit, moi j'ai voulu faire un zoom sur le groupement forestier, qui est vraiment le véhicule d'investissement dédié à l'investissement forestier. Le groupement forestier, c'est ni plus ni moins qu'une société civile. On peut faire l'analogie peut-être avec une SCI. Donc c'est une société civile, mais qui va être dédiée à l'investissement et à la gestion forestière. Donc c'est vraiment le véhicule de l'investissement forestier. Euh, les conditions pour créer un groupement forestier, bah, ça va déjà d'être minimum 2 associés, parce qu'on ne pourra pas faire de groupement forestier unipersonnel, contrairement à une SASU ou une URL. D'ailleurs, pour le cas, c'est la même chose en SCI. Vous ne pouvez pas faire une SCI tout seul, il faut être deux. Euh, il n'y a pas de capital minimum, de capital social minimum. Et
une des particularités du groupement forestier sera qu'il ne pourra pas opter à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est pour ça qu'on parle de société civile transparente, dans le sens où on ne peut pas opter à l'impôt sur les sociétés, il sera automatiquement et obligatoirement assujetti à l'impôt sur le revenu. Alors pourquoi faire un groupement forestier? C'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, on va pouvoir conserver les avantages fiscaux grâce à ce véhicule d'investissement. On va pouvoir conserver ces avantages fiscaux en termes d'IFI, de droits de succession notamment. Là où d'autres formes sociétales les feront peut-être perdre. Donc avec le groupement forestier, on les conservera. En cas de décès, le groupement forestier, comme toute société civile, va permettre d'éviter l'indivision en transmettant les parts de façon assez souple et surtout en confiant la gestion à un gérant qui va pouvoir faire perdurer les intérêts de la société en la représentant sans nécessairement avoir l'unanimité qui serait provoquée par un décès et donc qui générerait une indivision. Donc ça, c'est un gros avantage. L'autre avantage, ça va être aussi de mutualiser ces moyens. Là où vous avez un ticket d'investissement de 100 000 euros et vous recherchez donc une forêt dans ces montants-là, pourquoi pas vous grouper avec d'autres personnes de votre famille, vos amis, ce qu'on appelle la love money bien souvent, pour aller chercher un petit peu plus de capitaux et acheter une forêt un petit peu plus intéressante en termes de surface et qui correspond peut-être plus à vos objectifs. Donc ça vous donne un petit peu plus de souplesse en termes d'investissement plutôt que de l'acheter seul. On va avoir une transmission qui sera aussi beaucoup plus souple, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vendre directement la propriété qui appartient la parcelle forestière qui appartient au groupement forestier, mais vous pourrez, pour transmettre cette propriété, vendre uniquement les parts du groupement forestier. Donc ça peut être simplifié aussi par rapport à ça. Et puis, bien sûr, il y a toujours l'intérêt de la société civile qui est ici, avec un démembrement des parts possibles, avec par exemple une donation de la nue propriété à vos enfants, de la nue propriété des parts du groupement forestier à vos enfants, qui peut vraiment rentrer dans une logique de transmission et encore accentuer les, les bénéfices fiscaux en termes de transmission, à condition, bien entendu, de l'anticiper comme dans toute bonne transmission. Et puis, le groupement forestier va vous permettre de faire quelque chose à votre main, un peu à la carte, bon, bien sûr, en respectant tous les dispositifs législatifs obligatoires, en modelant les statuts avec une liberté statutaire encadrée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer le groupement forestier en le prévoyant au départ de façon assez souple et flexible. Donc vraiment un véhicule d'investissement dédié à l'investissement forestier qui présente de nombreux avantages et que je préconise de faire. Bien entendu, si cela correspond à vos objectifs, à vos attentes, chaque cas est particulier. Donc, peut-être dans un cas, si tu es un groupement forestier, peut-être que pour un autre, ça ne le sera pas, bien entendu. Chaque situation patrimoniale et chaque objectif est différent. Mais avant ça, je pense il est nécessaire de consulter un spécialiste de ce genre d'investissement pour vous faire aiguiller au mieux. Voilà, pour le groupement forestier, Adrien. Il est 13h43, Julien, je tiens à te féliciter Merci beaucoup. car tu as respecté le temps comme nous l'avions dit au départ. Vous retrouverez sur terragri.com le webinaire en ligne dès ce week-end, je l'espère, sinon lundi. Voilà, nous tenons vraiment à vous remercier. Le temps est compté par rapport à ce timing, mais ça nous permet aussi entre midi et deux de le faire. Et donc, nous pourrons répondre à vos questions sur contact@terragri.com et sur le numéro de téléphone que vous voyez là. Vous pourrez donc bien sûr le revoir sur Actualité Terragri.
deux petites choses avant de vous laisser. Le prochain webinaire, vraisemblablement en début d'année, comment installer des énergies renouvelables sur mon foncier. Je crois qu'on sera dans l'air du temps, même si on les mène déjà, mais cet hiver, vous allez comprendre. Et puis, deuxième chose, une nouvelle arrivée chez nous, une belle nouvelle, le livre Fiscalité, Terre Agri, fiscalité forestière et immobilière, qui va sortir dans les prochains jours. On vous en dit plus sur les réseaux sociaux et sur terreagri.com, bien sûr. Il est 13h44. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis nombreux, je crois qu'on l'était, et on vous répond par mail et par téléphone. Merci Julien, merci Xavier, à bientôt. Merci à tous, excellent après-midi, travaillez bien. Merci à tous et toutes, merci.